Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous présentons la deuxième partie du chapitre consacré à la cinématique, qui sera consacré essentiellement à la cinématique du solide. Commençons par la présentation du type et nature des mouvements d'un solide. Le mouvement d'un solide est en général caractérisé par son type et sa nature. Le type de mouvement indique la manière dont la position évolue dans le temps et la nature du mouvement donne une indication sur l'évolution de la vitesse. De point de vue type de mouvement, il y a lieu d'abord de distinguer entre les mouvements plans 2D bidimensionnels et les mouvements dans l'espace 3D tridimensionnel. Dans un mouvement plan, tous les points qui constituent le solide se déplacent dans des plans parallèles entre eux. Si cette condition n'est pas vérifiée, le mouvement est tridimensionnel et se fait dans l'espace. Il y a lieu de rappeler qu'un solide dans l'espace possède 6 degrés de liberté, 3 degrés de liberté de translation et 3 autres degrés de rotation. Si le solide se déplace dans un plan, dans ce cas-là, le nombre de degrés de liberté se réduit uniquement à 3, 2 degrés de liberté de translation et 1 degré de liberté de rotation autour d'un axe perpendiculaire à ce plan. Ensuite, le mouvement du solide peut être de type translation, rotation ou général. Concernant le mouvement, et comme nous l'avons expliqué pour la cinématique du point, le mouvement du solide peut être uniformément accéléré, uniforme, accéléré ou décéléré ou freiné. Il suffit d'analyser la nature des vecteurs vitesse, de rotation et de translation du solide en question. Pour illustrer mes propos concernant la nature et le type des mouvements du solide, analysons les pièces en mouvement au sein d'un moteur à combustion interne. On distinguera ainsi les pièces réalisant des mouvements de translation pure, c'est le cas de ce piston-là, qui se déplace linéairement à l'intérieur de sa chambre. De même pour ces soupapes, à l'intérieur de leur logement, elles réalisent un mouvement de translation sous l'effet des pressions et sous l'effet du contact des arbacams. En outre, on a des pièces qui réalisent des mouvements de rotation pure. C'est le cas de la manivelle reliée au vilebrequin qu'on voit ici. Donc, elle fait une rotation pure. De même, pour les cams ici, en contact avec les soupapes, elles sont en train de réaliser des mouvements de rotation pure. Par ailleurs, la bielle qu'on voit ici, elle réalise un mouvement combiné dans le plan. Son centre de rotation est en train de se déplacer dans les deux directions du plan, XY, et également la bielle, elle est en train de réaliser des rotations autour d'un axe qui est perpendiculaire au plan de mouvement. Donc, les machines réalisent leur fonction d'entrée-sortie grâce à la combinaison de mouvements de translation, rotation ou généraux, des mouvements généraux, qui peuvent être uniformément accélérés ou accélérés dans l'espace ou dans le plan. Pour étudier la cinématique d'un corps rigide, on ne peut pas examiner la cinématique de chaque point du solide, mais plutôt on doit aborder la question d'une manière globale. Pour cela, on attache un repère au solide dont on veut étudier le mouvement et on se fixe un repère de référence. D'une manière générale, l'étude du mouvement du solide se ramène à la description du mouvement d'un repère par rapport à un autre. La description du mouvement général d'un solide nécessite deux familles de paramètres. Une première englobant des coordonnées pour définir la position d'un point représentant un intérêt particulier, comme le centre de gravité, le centre d'une liaison ou sommet appartenant au solide. Une deuxième famille englobant des paramètres permettant de définir la position angulaire, dite posture, du solide par rapport au repère de référence.
La description du mouvement du solide impose à la fois de définir les caractéristiques cinématiques d'un point particulier du solide et la définition des grandeurs cinématiques ondulaires. À cet effet, considérons deux repères. Le repère RI, dont l'origine est OI et les axes sont XI, YI, ZI, et le repère RJ, attaché au corps à étudier, donc d'origine OJ, et d'axe XJ, YJ, ZJ. Le référentiel RJ attaché au corps en mouvement a subi par rapport à RI une translation définie par le vecteur OI-OJ et une rotation qui est caractérisée par la matrice de rotation AJ par rapport à I, donc c'est AJI, qui nous permet donc de décrire le mouvement global de notre solide. En effet, la relation gouvernant le changement de coordonnées d'un point P appartenant au solide, donc appartenant au repère RJ, dont le repère RI, s'obtient en s'exprimant l'égalité vectorielle suivante. Donc, on écrira que OIP est égal à OI-OJ exprimé dans le repère I, plus OI-OP exprimé dans le repère I, avec OIJP, ce vecteur qui est exprimé dans le repère I, il est égal au produit de la matrice de rotation AGI, donc fois le vecteur OJP exprimé dans le repère J. En remplaçant cette expression dans la relation originale, on va obtenir le vecteur position OIP exprimé dans I comme étant OI-OJ exprimé dans le repère I plus la matrice de transformation A multipliée par le vecteur OIGP exprimé dans la base J. La première partie caractérise le mouvement de translation du repère RJ par rapport à RI, tandis que la deuxième partie caractérise la rotation du repère RJ par rapport au repère RI. On passe maintenant à la présentation des rotations finies. L'orientation relative de deux référentiels RI et RJ est exprimée par la matrice AGI. Cette matrice est orthogonale et ne possède par conséquent que trois paramètres indépendants correspondant aux 3 degrés de liberté de rotation du référentiel RJ attaché au corps étudié. Dans les références spécialisées, on retrouve principalement deux approches pour définir la matrice d'orientation. Il y a l'approche géométrique, où on adopte une séquence de rotation autour d'axes successifs, on les appelle les angles d'Euler, ou l'approche algébrique, dépendant d'invariants de la matrice de rotation AGI, comme le vecteur de rotation et les paramètres d'Euler ou de Rodriguez. Dans ce cours, on parlera uniquement de l'approche géométrique, en particulier les angles d'Euler. En effet, dans une approche géométrique, la définition de l'orientation d'un solide dans l'espace revient mathématiquement à définir l'orientation relative d'un repère RI par rapport à un repère de référence RJ, ou l'inverse. Cela peut se faire moyennant trois angles indépendants décrivant une séquence de 3 rotations autour d'axes successifs. C'est la conséquence du théorème d'Euler de rotation qui stipule que la rotation d'un repère par rapport à un autre ne peut être représentée qu'à l'aide au maximum de 3 angles de rotation autour d'axes de référence.
Ces angles sont communément ou par abus de langage appelés angles d'Euler. En effet, il existe plusieurs combinaisons qui s'exécutent différemment et portent dans certains ouvrages différentes appellations. On distinguera l'existence de 12 combinaisons possibles autour d'axes fixes et 12 combinaisons autour d'axes mobiles. En effet, il y a une dualité entre les différentes combinaisons. Pourront rester que 12 combinaisons effectives, en général 3 rotations prises autour d'axes fixes dans la même orientation finale si les mêmes orientations sont exécutées dans l'ordre inverse autour d'axes mobiles. Parmi les différentes combinaisons existantes des angles d'Euler, on peut distinguer celles dites de type eulérien, comme par exemple x, y, x, x, z, x, y, x, y, y, z, y, z, x, z ou z, y, z. Ce sont les combinaisons qui impliquent des répétitions des axes, mais pas successivement. Également, on peut distinguer celles dites de type cardan, où il n'y a pas de répétition, comme par exemple x, y, z, x, z, y, y, z, x, y, x, z, z, x, y ou z, y, x. Toutes ces combinaisons peuvent être utilisées pour représenter le mouvement de rotation angulaire d'un corps dans l'espace par rapport à un référentiel fixe. Voyons de près les angles d'Euler, en l'occurrence la combinaison ZXZ. En fait, on veut déterminer l'orientation d'un corps dans l'espace par rapport à un référentiel fixe OX0, Y0, Z0. Pour cela, on utilisera la combinaison eulérienne ZXZ des angles d'Euler. Cette combinaison est illustrée par les trois figures ci-contre. Dans la première figure, on a illustré la première rotation autour de l'axe Z0 d'amplitude psi qu'on appellera mouvement de précession, qui permet de faire tourner le repère X0, Y0, Z0 vers le repère X1, Y1, Z1. Sur la deuxième figure, on a illustré la deuxième rotation qui correspond au mouvement de précession d'amplitude, le mouvement de nutation d'amplitude θ, qui correspond à une rotation autour de la ligne nodale d'axe X1 qui correspond à X2 et qui nous permet de faire tourner le repère X1, Y1, Z1 vers le repère X2, Y2, Z2. Sur la troisième figure, on a illustré la rotation propre ou mouvement de spin d'amplitude phi autour de l'axe Z2 qui correspond à l'axe Z3 et qui permet de faire tourner le repère X2, Y2, Z2 pour le faire coïncider avec le repère X3, Y3, Z3 qui est coïncident avec le corps rigide qu'on désire orienter dans l'espace. Donc, une remarque importante par rapport à cette combinaison eulérienne, c'est que les rotations s'effectuent autour d'axes mobiles comme l'axe Z1, l'axe X2 et l'axe Z3. Donc c'est une particularité de cette combinaison. En outre, le repère de référence, c'est le repère X0, Y0, Z0 est considéré comme le repère de référence immobile de point de vue rotation. Donc on va lui correspondre l'indice I. Donc on écrira que I est égal à 0. Et le repère attaché au corps est le repère OX3, Y3, Z3. Donc, on écrira que J est égal à 3. Donc, l'objectif est de rechercher la matrice d'orientation AIJ, donc qui correspond à A03. D'accord? Donc, c'est la matrice d'orientation du repère 3 attaché au corps par rapport à R0, donc qui définit le repère de référence.
Dans les diapos suivantes, on va développer les calculs sous-jacents à la détermination de cette matrice d'orientation ou de rotation. Analysons dans un premier temps le mouvement de précession qui consiste en une rotation d'amplitude psi autour de l'axe Z0, comme le montre cette figure en 3D. Pour simplifier l'analyse, on va se baser sur un schéma 2D. On a d'abord le repère de base x0, y0. L'axe Z0, il est perpendiculaire au plan, il est sortant. Ce repère de base subit la rotation psi pour nous donner le repère x1, y1 avec z1 coïncident avec z0. Pour écrire les relations mathématiques décrivant cette rotation, il est nécessaire d'exprimer les vecteurs de base ex1, ey1 relatifs au repère x1, y1, z1 dans la base x0, y0, z0, donc en fonction des vecteurs unitaires ex0, ey0 et ez0. Donc la projection de ces vecteurs de base relativement simple. Ainsi, le vecteur unitaire de l'axe x1, donc ex1, il est égal à cosinus psi ex0 plus sinus psi ey0. On le voit ici sur cette figure-là. Donc, sur l'axe des abscisses, on a un cosinus et selon l'axe des ordonnées, on a un sinus. Par ailleurs, le vecteur unitaire de l'axe y1, donc c'est ey1, a une composante négative le long de l'axe x0, donc c'est un sinus avec un signe moins, et il a une composante cosinus psi le long de l'axe y0. L'axe z0 est identique à l'axe z1, ce qui fait que les deux vecteurs unitaires ez1 et ez0 sont identiques. Cette écriture peut être regroupée sous forme d'un tableau dont les colonnes sont les vecteurs de la nouvelle base ex1, ey1, ez1, donc que nous avions ici, et les lignes de ce tableau correspondent à ex0, ey0 et ez0. Alors regardez comment on va lire ce tableau. Donc on va dire que ex1 égale à cosinus psi multiplié par ex0 plus sinus psi ey0 plus 0 multiplié par ez0. Donc c'est la première ligne des relations de projection. De même, ey1 vaut moins sinus psi multiplié par ex0 plus cosinus psi multiplié par ey0 plus 0 multiplié par ez0. Enfin, ez1, il est égal à 1 fois ez0. Donc, ce tableau-là nous permet d'écrire et de tirer directement la matrice de rotation correspondante au mouvement de précession d'amplitude psi autour de l'axe Z0. On va écrire entre crochets ce qu'il y a à l'intérieur du tableau. D'accord? On passe maintenant au mouvement de nutation d'amplitude θ autour de l'axe x1. Donc le mouvement s'effectuera dans le plan y1, z1. Donc, à partir du repère y1, z1, on va tourner autour de l'axe x1 pour obtenir le repère y2, z2. En compte de l'amplitude de rotation θ, on va essayer d'établir les relations définissant les vecteurs de base associés aux axes y2, z2 par rapport aux axes
x1, y1, z1. Ainsi, si on regarde l'axe de rotation, on a d'abord l'axe x1 correspond avec l'axe x2, donc de point de vue vecteur unitaire, on écrira que EX2 va être égal à EX1. En outre, pour l'axe Y2, donc son vecteur unitaire c'est EY2, qui s'obtient par projection sur les deux axes Y1, Z1. Donc le long de Y1, on a la composante cosinus θ, et le long de Z1, on a la composante sinus θ. De même pour l'axe Z2, son vecteur unitaire est EZ2, donc il a une composante négative le long de Y1 qui est moins sinus θ et une composante positive le long de Z1 qui est cosinus θ. Donc ces relations vectorielles peuvent être regroupées dans un tableau comme on l'a fait dans la diapo précédente. Le long des colonnes, on va écrire les composantes des vecteurs de la nouvelle base x2, y2, z2. Et on va écrire donc composante par composante le long des axes x1, y1, z1. Donc on voit par exemple pour x2, il est identique à EX1. Donc on a 1 multiplié x1 et 0 pour les deux autres composantes. Pour EY1, comme on le voit ici sur la première relation, donc on a 0 comme composante le long de x1, cosinus θ comme composante le long de EY1, et sinus θ, c'est la composante selon EZ1. Donc, la même chose pour le vecteur EZ2. Donc, cette écriture de ce tableau nous permet d'avoir les composantes de x1, de x2, EY2, EZ2 dans la base, l'ancienne base EX1, EY1, EZ1, mais également on peut lire à l'inverse ce tableau, donc on peut déduire EX1 en fonction de x2, EY2, EZ2. Donc on va écrire que EX1 est égal à 1 multiplié par EX2. De même, EY1, il va être égal à 0 fois EX2, plus cosinus θ fois EY2, moins sinus θ EZ2. Donc on peut le vérifier ici sur le graphique. Donc l'utilisation du tableau permet d'avoir les deux relations dans les deux sens. Donc les relations de passage du repère R1 vers le repère R2 et vice versa. Ce qui nous importe pour le moment, c'est la matrice de rotation qui permet de caractériser la rotation autour de l'axe X1. Donc c'est celle qui nous donne la matrice de passage de R2 vers R1. Donc elle est regroupée ici. De la même façon, on va modéliser la rotation propre phi autour de l'axe Z2. Pour cela, on adoptera la schématisation 2D suivante. Donc on démarre le repère X2, Y2, Z2. Et grâce à la rotation d'amplitude phi autour de Z2, on va obtenir le repère final X3, Y3, Z3. Et donc, en utilisant les projections sur les axes des repères X2, Y2, Z2, on va obtenir les composantes des vecteurs unitaires EX3, EY3 et EZ3. Donc, cette projection nous permet de remplir le tableau comme on l'a fait dans les deux diapos précédentes. Et cela va nous permettre donc d'obtenir la matrice de rotation caractérisant le mouvement de rotation propre autour de l'axe Z2. Donc cette matrice possède la première colonne cosinus phi, sinus phi, 0 qui représente les composantes de x3 dans la base x2, y2, z2. Pour la deuxième colonne de la matrice de rotation, on a moins sinus phi, cosinus phi, 0 qui représente les composantes du vecteur EY3 dans la base x2, y2, z2. Et enfin,
La troisième colonne, c'est 0, 0, 1 qui dénote le fait que Z2 coïncide avec Z3. Ayant les matrices élémentaires caractérisant les trois mouvements, psi autour de Z0, θ autour de X1 et phi autour de Z2. Donc, ayant les trois matrices élémentaires, on peut obtenir la matrice de rotation globale qui permet de représenter l'orientation du repère R3, donc X3, Y3, Z3, attaché au corps par rapport au référentiel de base X0, Y0, Z0, cela en utilisant les multiplications comme suit. Donc la matrice AIJ est égale donc la matrice A03 qui est obtenue par la multiplication successive des trois matrices caractérisant les rotations. On écrira que c'est rot psi Z0 fois rot θ X1 fois rot phi Z2. Donc attention, la multiplication a été réalisée à droite. Donc la première rotation, comme on voit dans la figure, c'était la rotation d'amplitude psi. La deuxième rotation, c'est la rotation d'amplitude θ. Et la dernière rotation, c'est la rotation phi. D'accord? Donc, en remplaçant par les matrices élémentaires qu'on a établies dans les diapos précédentes, on pourra écrire la matrice globale qui caractérise l'orientation du repère 3 attaché au corps par rapport au repère 0 qui est le repère de référence. Donc c'est une matrice d'orientation globale ou de rotation globale qui est calculée en fonction des trois angles de l'aire psi, θ et phi. Après avoir vu la première application des angles de l'air qui consistait à calculer la matrice d'orientation qui permet de transférer toutes les données du repère attaché au solide vers un repère de référence 0, on va voir une deuxième application des angles de l'air, notamment le calcul du vecteur de rotation instantané. En effet, il est possible de calculer le vecteur de rotation instantané d'un solide représenté par le repère 3 par rapport à un repère fixe représenté par le repère 0, et cela par composition. En effet, il est possible de calculer les composantes du vecteur oméga 3,0 par application de composition successive des différentes rotations réalisées. Ainsi, si on utilise la combinaison ZXZ des angles de l'air, on écrira que le vecteur de rotation oméga de S, donc S c'est le solide par rapport à 0, est égal à oméga 3 par rapport à 0, donc égal à la sommation de trois quantités. La première, c'est psi.z0 qui dénote la vitesse de mouvement de précession. La deuxième composante est θ.x1 qui est la vitesse de mouvement de nutation. Et enfin, la composante phi.z2 qui dénote la vitesse de mouvement de rotation propre. Comme on le voit, ce sont deux composantes exprimées dans trois repères différents d'indices 0, 1 et 2. Donc il est possible de faire une homogénéisation de l'écriture du vecteur de oméga 3,0, soit en l'exprimant dans le repère 0 ou dans le repère 3. Donc, d'abord dans la base fixe, donc la base 0, les composantes du vecteur oméga s'obtiennent par transcription du vecteur x1 et z2 vers la base 0 en utilisant les différents tableaux qu'on a établis dans les diapos précédentes. Ainsi, on va retrouver l'expression suivante de oméga par rapport à la base x0, y0, z0. Il est possible de réécrire ce vecteur oméga sous forme matricielle comme suit. Donc, ça permet d'avoir une écriture plus simple à lire.
Par ailleurs, dans la base 3 attachée au corps, le vecteur oméga qui caractérise la rotation du solide S par rapport à 0 peut s'écrire de la façon suivante, d'accord, où on voit une première composante selon X3, une deuxième selon Y3 et la troisième selon Z3. En écriture matricielle, on va voir cette notation qui est plus claire à lire, et on voit bien que les composants du vecteur oméga comportent les trois dérivés par rapport au temps de psi, θ et phi. Une utilisation certaine de cette écriture par rapport au repère 3, c'est de pouvoir calculer des quantités de type moment cinétique, qui est importante dans l'établissement des équations de mouvement dynamique